Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte. Le chasseur et son loup avaient trouvé un village qui n'existe pas. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Loup ne mangeait pas. C'était la première chose qui avait véritablement alarmé Jean. Ce n'était pas le froid qui lui transperçait les os, ni le blizzard qui avait failli les ensevelir vivants sous des congères de 3 mètres. Ce n'était même pas cet étrange village isolé en Auvergne, surgi de l'enfer blanc comme une hallucination. Non, le véritable signal d'alarme, la cloche assourdissante qui sonnait dans son esprit, c'était le fait que Loup, son compagnon, était assis là, dans la chaleur étouffante d'une maison de campagne, ses puissantes pattes repliées sous lui, et qu'il ne touchait pas à son plat de bœuf mijoté. Le fumet riche et savoureux, qui aurait dû le rendre fou de désir, semblait lui être indifférent. Jean sentait dans son dos les regards des maîtres des lieux, un vieil homme à la barbe broussailleuse, aussi sévère et immuable qu'un roc, et ses 2 fils silencieux, qui ressemblaient à des idoles taillées dans un chêne séculaire. Une tension palpable, aussi épaisse et âcre que la fumée s'échappant du poêle à bois, pesait dans l'air. Loup, la gueule à peine entr'ouverte, laissait échapper un grondement sourd, une vibration profonde qui naissait dans sa poitrine et faisait trembler le plancher. Ses yeux jaunes, 2 braises ardentes, n'étaient pas fixés sur la gamelle, mais sur la main du vieil homme, posée à plat sur la table en bois massif. Le vieillard, Pierre, souriait, mais ce sourire était un masque de cire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux, 2 vrilles perçantes qui semblaient sonder l'âme. Il offrait l'hospitalité de sa bouche, mais son corps tout entier criait le danger, et Loup, lui, sentait l'odeur de la mort, un piège mortel dissimulé sous les apparences de la charité. Il y a seulement 6 heures, le monde était différent. Jean, un trappeur de 60 ans au visage tanné par les vents et les gels, une carte vivante des hivers rigoureux, vérifiait ses pièges dans une forêt dense dans les Vosges. C'était sa terre, son royaume. Sa forêt, qu'il connaissait mieux que les lignes de sa propre main. À ses côtés, glissant comme une ombre silencieuse, se tenait Loup, un animal énorme, presque aussi grand qu'un veau, un loup que Jean avait trouvé alors qu'il n'était qu'un louveteau aveugle, blotti contre le corps sans vie de sa mère, tué par des braconniers. Cette bête n'était pas un chien, c'était un partenaire, un compagnon taciturne dont les instincts avaient sauvé la vie de Jean plus d'une fois. Cet hiver-là était arrivé tôt et avec une férocité inhabituelle. La neige lui arrivait à la taille, et même avec ses larges skis de randonnée, Jean s'enfonçait péniblement, arrachant ses jambes à cette prison blanche à chaque pas. Le ciel, d'un bleu pur et glacial au lever du jour, s'était couvert d'un voile grisâtre et menaçant vers midi. Et puis, le chaos s'était déchaîné. Le vent avait frappé soudainement, comme un coup de poing, se transformant en une scie blanche et hurlante. La neige cinglait son visage, des milliers d'aiguilles de glace. La visibilité était tombée à moins d'1 bras de distance. Les repères familiers au sapin remarquables, cette racine tordue, ce rocher de granit, tout avait disparu dans une ronde infernale de flocons. Jean avait essayé de garder le cap en se fiant au soleil, mais le soleil s'était volatilisé. Il avait sorti sa vieille boussole, un instrument fidèle, mais l'aiguille s'était mise à tourner follement avant de s'immobiliser, pointant dans une direction absurde. Une anomalie magnétique, la malédiction de ces lieux. Il avait espéré pouvoir compter sur Loup, mais même le loup, aplati contre le sol, les oreilles couchées, semblait complètement désorienté. Il se serrait contre la jambe de son maître, et dans ses yeux habituellement calmes, une lueur d'anxiété dansait. Ils avançaient à l'aveuglette, cherchant instinctivement un abri contre le vent. Le froid s'infiltrait sous son manteau en peau de mouton, glaçant son sang. Sa barbe était figée par le givre, une carapace de glace. Respirer devenait douloureux. Ses forces l'abandonnaient à chaque minute. Il comprenait que s'il restait 1 heure ou 2 de plus dans cet enfer blanc, ils y resteraient pour toujours. 2 statues gelées au milieu de l'immensité de la forêt vosgienne. Loup gémit, poussant son nez humide contre le gant de Jean couvert de givre. Jean chancela, sentant ses jambes devenir cotonneuses et sa conscience commencer à dériver vers une somnolence chaude et visqueuse. Le signe avant-coureur infaillible de la fin. Et à cet instant précis, au bord du désespoir, Loup se tendit brusquement. Il leva la tête, huma l'air et gronda doucement. Puis Jean le vit lui-même. À travers le voile de plus en plus fin du blizzard, comme une apparition spectrale, une faible lueur jaune apparut. Une lumière, puis une deuxième, une troisième. C'étaient des fenêtres. Les fenêtres de maisons habitées. Un village, tout un village, qui, ici, à des centaines de kilomètres de toute habitation connue, ne devrait pas exister.
Jean connaissait ces forêts. Il les avait arpentées en long, en large et en travers. Il n'y avait pas de village ici. Des fermes abandonnées, en ruine, pourries et ensevelies sous la neige, oui. Mais celles-ci étaient des lumières vivantes. De la fumée s'échappait des cheminées. Jean, rassemblant ses dernières forces, avança péniblement vers la lumière, comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Lou marchait à ses côtés, mais sa démarche avait changé. Il ne semblait plus épuisé. Il avançait comme s'il était à la chasse, tendu, la tête basse. Le poil de son échine était hérissé. Lorsqu'ils arrivèrent dans une ruelle au contour bien dessiné, bordée de hautes maisons de campagne, noircies par le temps, un silence assourdissant les accueillit. Un silence vibrant, anormal pour un village habité. Pas un aboiement de chien, pas un grincement de pas, seulement le hurlement du vent dans les conduits de cheminée. La porte de la maison la plus proche s'ouvrit, et une silhouette d'ours en long manteau en peau de mouton apparut sur le seuil. C'était le vieil homme barbu, Pierre. Il toisa Jean du regard. Son regard glissa sur le loup. Et dans ses yeux perçants, il n'y avait ni surprise ni peur. Seulement une curiosité froide et calculatrice. « Le blizzard vous a poussé jusqu'ici, brave homme ?» Sa voix était basse et rocailleuse, comme le bruit de pierres roulant au fond d'une rivière. « Oui, » souffla Jean, remuant à peine ses lèvres gelées. « Je me suis perdu. Pourrais-je me réchauffer ?» Le vieil homme hocha la tête en silence et s'écarta pour le laisser entrer. Lou suivit Jean, ne le quittant pas d'un pas. À l'intérieur, une odeur de bois, de levain et de quelque chose d'autre, d'inconnu, d'épicé, flottait dans l'air. Un grand poêle à bois rugissait, dévorant les bûches. Assis à une table, deux jeunes hommes, copie conforme du vieillard, sans le gris dans leur barbe. Ils levèrent des regards lourds sur les nouveaux venus et replongèrent aussitôt les yeux sur la table. Dans un coin sombre, près d'un rouet, une jeune femme aux yeux effrayés de biche était figée. Elle jeta à Jean un regard rapide et craintif, puis baissa aussitôt les cils. « Attachez votre bête, » lança Pierre, sans la moindre émotion. « Il est calme. Il ne touchera à personne, » siffla Jean en retirant son manteau en peau de mouton glacé. « Ici, nous avons nos règles, » coupa le vieil homme. « La bête doit être attachée. » Jean ne discuta pas. Il détacha une laisse de rechange de sa ceinture et l'accrocha au collier de loup, attachant l'autre extrémité au pied d'un lourd banc en chêne. Le loup ne résista pas, mais il se coucha de manière à pouvoir surveiller toute la pièce. Ses yeux jaunes brillaient dans la pénombre comme deux charbons ardents. On lui servit un bol de potée, d'où s'élevait une vapeur à l'odeur de viande incroyablement alléchante. Jean mangea avidement, se brûlant la langue, sentant la vie revenir dans son corps gelé. Il proposa de la nourriture au loup, mais loup ne tourna même pas la tête vers le plat de bœuf mijoté, qu'en toute autre circonstance il aurait avalé en un instant. Il ne quittait pas Pierre des yeux. C'est à ce moment-là que Jean commença à s'inquiéter. Les heures passaient, le blizzard ne faiblissait pas dehors. Jean, un peu réchauffé, se mit à parler, racontant comment il s'était perdu. Pierre écoutait en silence, hochant la tête. Il expliqua que leur village était une communauté isolée, vivant selon les préceptes de leurs ancêtres. Coupés du monde, ils vivaient de leurs propres ressources. Pas de radio, pas de télévision. Cela semblait plausible, mais quelque chose clochait. Leurs vêtements, bien que tissés à la main, étaient étrangement neufs, pas usés. Les bottes des fils de Pierre étaient de fabrication industrielle, même si le modèle était ancien. Et surtout, il y avait la peur. Elle flottait dans l'air. Elle était dans les yeux de la jeune femme, Chloé, qui sursautait au moindre mot prononcé un peu fort. Elle était dans la soumission de ses fils, qui bougeaient comme des automates. Jean, qui avait passé toute sa vie dans la forêt, avait appris à lire les gens aussi bien que les traces dans la neige. Et ici, il lisait le malheur. Son fusil, qu'il avait appuyé contre le mur, avait discrètement disparu. À sa question muette, Pierre répondit calmement, « On l'a mis à sécher. Il doit être humide. » Lou s'agita soudainement. Il tendit la laisse et gronda de nouveau sourdement. Pierre versa un liquide trouble dans un verre à facettes. « Bois, l'ami. Notre gnôle. Ça te réchauffera jusqu'à la moelle. » Il tendit le verre à Jean. C'était un geste de paix, d'hospitalité. Refuser serait une offense. Jean sourit avec lassitude et tendit la main pour prendre le verre.
À cet instant, Lou fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il bondit en avant avec une telle force que le lourd banc en chêne se déplaça. La laisse se tendit comme une corde de violon. Le loup n'aboyait pas. Il se dressa entre Jean et Pierre, retroussant ses babines dans un rictus silencieux et furieux. Son corps était un ressort bandé, prêt à sauter. Il regardait Pierre droit dans les yeux, et dans ce regard, il n'y avait rien d'autre qu'une menace de mort. Le sourire s'effaça lentement du visage du vieil homme. Ses yeux se transformèrent en deux glaçons. L'hospitalité était terminée. Le silence dans la maison devint aussi dur que la terre gelée. On aurait pu le couper à la hache. Le verre de gnôle resta suspendu dans la main de Pierre. Jean, très lentement, retira sa main de la table. Tous les regards étaient fixés sur le loup. Loup ne bougeait pas. Il semblait s'être transformé en une statue de fureur. Le poil de son échine était dressé. Sa lèvre supérieure était relevée, dévoilant une rangée de crocs blancs et mortels. Un grondement bas et guttural faisait vibrer le bois même du plancher. Il ne regardait pas les fils du vieil homme. Son regard jaune et fixe était vissé dans les yeux de Pierre. Ce n'était pas un simple défi, c'était un ultimatum. Deux chefs de meute se faisaient face. L'un d'une meute humaine, l'autre d'une véritable meute sauvage. Fais reculer ton chien. La voix de Pierre était devenue plate, dénuée de toute émotion. Ce vide était plus menaçant que n'importe quel cri. Jean ne tourna pas la tête. Il posa une main sur le cou tendu de Loup, sentant sous ses doigts les muscles d'acier prêts à bondir. « Loup, à ta place, dit-il doucement mais fermement. Place. Le loup s'assit à contre-cœur, mais ne se coucha pas. Il resta assis, comme un arc tendu, sans quitter Pierre des yeux. Le grondement cessa, mais la tension ne disparut pas. Elle devint différente, froide et expectante. « J'ai dit, fais-le reculer », répéta Pierre en posant le verre sur la table. Un de ses fils, le plus jeune, Léo, se leva lentement. Ses mains étaient de la taille de petites masses. « Il ne bougera pas si on ne le touche pas », répondit Jean, en regardant le jeune homme. La bête est fatiguée, nerveuse avec des étrangers. On n'aime pas les bêtes ici, grinça le jeune homme en faisant un pas vers le loup. Loup retroussa de nouveau les babines, et cette fois, le grondement fut plus fort, avec des notes d'avertissement claires. « Léo, assieds-toi », ordonna Pierre. Léo se figea, jeta un regard mauvais au loup et retourna à sa place à contre-cœur. Pierre reporta son regard sur Jean. Le blizzard va durer encore 3 jours, peut-être une semaine. Tu seras notre invité. Chloé, prépare un lit pour l'homme dans la petite pièce. Qu'il prenne sa bête avec lui, mais qu'elle reste attachée et qu'il ne sorte pas de la pièce. Tu as compris, l'invité ? Jean hocha la tête. Le mot « invité » sonnait comme « prisonnier ». Le jeu de l'hospitalité était terminé. Maintenant, il y avait des règles, et le prix à payer pour les enfreindre, il le sentait, était élevé. La jeune Chloé se glissa silencieusement de derrière son rouet et disparut derrière un rideau. Elle revint une minute plus tard. « C'est prêt », murmura-t-elle sans lever les yeux. « Va te reposer », dit Pierre. C'était un ordre. La petite pièce s'avéra être un cagibi minuscule derrière le poêle, froid, avec une seule petite fenêtre recouverte d'une membrane translucide à travers laquelle ne filtrait qu'une pénombre grise. Le seul meuble était un bas-flanc en bois recouvert d'une peau de mouton. Jean entra. Loup le suivit. Personne ne ferma la porte derrière eux, mais il sentait qu'on les observait. Il s'assit sur le bas-flanc, sentant la chaleur acquise près du poêle s'estomper. Loup se coucha à ses pieds, la tête sur ses pattes, mais ses oreilles étaient en mouvement constant, captant chaque bruissement derrière la mince cloison. Jean sortit de sa poche un quignon de pain qu'il avait réussi à prendre sur la table et le rompit en deux. Il mangea une moitié et tendit l'autre au loup. Loup prit délicatement le pain dans sa paume et le mangea. Il avait refusé la viande de leurs hôtes, mais il acceptait le pain de son maître. Pour Jean, c'était un signe. Le loup ne faisait confiance qu'à lui. Tout le reste ici était hostile. 2 ou 3 jours passèrent. Jean perdit la notion du temps. Le blizzard ne se calmait pas, transformant le monde extérieur en un mur blanc infranchissable. La vie devint une routine. 2 fois par jour, Chloé ou sa mère, une femme tout aussi silencieuse et effrayée, lui apportait un bol de potée et du pain. Il mangeait,
partageaient avec Lou, et ils se retrouvaient seuls dans leur cagibi froid. On ne laissait sortir Jean que pour ses besoins, jusqu'à un vieux hangar dans la cour arrière. Chaque fois, il était accompagné en silence par l'un des fils de Pierre, Léo ou son frère aîné, Nicolas. Ils ne disaient pas un mot, se tenant simplement à quelques pas, comme des gardiens de prison. Jean essaya de leur parler, posant des questions sur le temps, sur la forêt. En réponse, il n'obtenait qu'un grognement inintelligible ou un bref, ce ne sont pas nos affaires. On ne lui avait toujours pas rendu son fusil. Il était piégé, sans armes et coupé du monde. Et chaque heure qui passait renforçait sa conviction que lorsque le blizzard cesserait, on les emmènerait simplement dans la forêt, lui et Lou, et ce serait tout. Il disparaîtrait. Comme avait dû disparaître ce géologue auquel il pensait de plus en plus souvent. Le 4e jour, Jean décida d'agir. Il devait découvrir quelque chose. Lors d'une autre promenade jusqu'au hangar, accompagné par Nicolas, Jean marcha délibérément plus lentement, boitant et gémissant, se plaignant d'une jambe ankylosée. Nicolas attendait avec impatience près de la porte. Lou, comme toujours, était à ses côtés. Près du hangar se trouvaient plusieurs barils vides, et soudain, le loup se tendit. Il renifla, huma l'air et gronda doucement, regardant non pas Nicolas, mais en direction de la plus grande grange, située à l'écart. Jean renifla à son tour. À travers l'air glacial et l'odeur des pins, il la capta. Une odeur à peine perceptible, mais si familière et si étrangère à cet endroit traditionnaliste. Une odeur de gazole. Elle venait de là-bas, de la grande grange avec sa lourde porte fermée par un cadenas forgé. On y va. Lança Nicolas, voyant que Jean s'attardait. Jean retourna docilement sur ses pas, mais il avait maintenant un objectif. La grange. Il y avait là quelque chose que ces gens cachaient soigneusement, quelque chose qui sentait le monde moderne. L'occasion se présenta le soir suivant. Léo, qui était de garde, avait manifestement bu plus que de raison de l'agneau qu'on avait offerte à Jean. Il était assis à table, le regard vitreux fixé sur le feu. Jean sortit de la petite pièce sous prétexte que le loup avait besoin de sortir. Léo fit un geste de la main, sans se lever. C'était sa chance. Dehors, le blizzard s'était un peu calmé. La neige tombait en gros flocons lourds. Le silence. Jean et Lou contournèrent rapidement la maison et se glissèrent comme des ombres vers la grange éloignée. Le cadenas était énorme, mais pas verrouillé. Jean, avec difficulté, souleva le lourd moraillon dans un grincement de métal gelé. La porte céda dans un gémissement prolongé. À l'intérieur, il faisait une obscurité totale et une épaisse odeur stagnante de gazole se mêlait à celle de la terre humide. Lou entra le premier, grondant doucement. Jean le suivit, refermant la porte. Il craqua sa dernière allumette. La flamme arracha un instant à l'obscurité une scène incroyable. Ce n'était pas une grange, c'était un entrepôt et un atelier. Le long du mur, des dizaines de bidons de gazole. À côté, des pièces d'un mécanisme s'entassaient, des tamis métalliques, des parties de goulottes, ressemblant à des éléments d'un appareil de lavage de minerais. Et dans un coin, recouvert d'une bâche, se trouvaient des sacs. Jean s'approcha, souleva le bord de la bâche et plongea la main dans le contenu d'un des sacs. L'allumette se consumait, lui brûlant les doigts, mais dans sa dernière lueur, il eut le temps de voir. Sur sa paume, parmi le sable gris et les petits cailloux, brillaient faiblement de petites pépites jaunes. De l'or. À cet instant, un léger bruissement se fit entendre derrière lui. Jean se figea, le cœur lui tombant dans les pieds. Lou se retourna et émit un grondement sourd et furieux. Dans l'entrebâillement de la porte se tenait une silhouette sombre. Pas Léo, trop frêle. C'était Chloé. Elle porta un doigt à ses lèvres. Ses yeux, dans l'obscurité, étaient immenses de terreur. Elle se glissa à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. « Partez d'ici », murmura-t-elle si bas que Jean eut du mal à comprendre. Sa voix tremblait. « Partez tout de suite. Ils attendent la fin du blizzard. » Pierre a dit. Il a dit que les étrangers portent malheur. Ils vont vous tuer, toi et le loup, comme l'autre, il y a 2 ans. Jean resta silencieux, regardant la jeune femme. Maintenant, tout s'expliquait. Une mine illégale, du travail forcé et une condamnation à mort pour tout témoin accidentel. Je ne peux pas partir, répondit Jean, également à voix basse.
le blizzard. Et il surveille. Tu ne comprends pas? Sa voix était pleine de désespoir. Léo a remarqué ton absence. Il va venir ici. Comme pour confirmer ses paroles, un cri ivre et en colère retentit de l'extérieur. Et, le vieux, où es-tu? La porte de la grange s'ouvrit avec fracas. Sur le seuil se tenait Léo. Dans une main, il tenait une lanterne tempête, dont le faisceau arracha à l'obscurité Jean, Chloé et Lou. Dans l'autre main, il avait un épais bâton de chêne. Son visage se tordit de fureur en voyant Chloé près de Jean. « Ah, espèce de vipère !» rugit-il en faisant un pas à l'intérieur. Je le savais. Il leva son bâton, visant non pas Jean, mais la jeune femme. Au même instant, Lou, qui était resté immobile tout ce temps, jaillit. Ce ne fut pas un saut, ce fut le vol silencieux d'un éclair gris. Le bâton de chêne n'eut pas le temps de s'abattre. Le temps se condensa en un seul point. Dans le silence de mort de la grange, ce ne fut pas un cri qui retentit, mais un craquement court et humide. Le son d'un os qui se brise. Léo poussa un cri étouffé, semblable à un sanglot, et lâcha son gourdin. La lanterne, s'échappant de son autre main, heurta le sol gelé, et le kérosène, giclant sur le verre incandescent, s'enflamma un instant en une fleur bleue avant de s'éteindre. La grange plongea de nouveau dans une obscurité presque totale, seulement troublée par la faible lumière de la porte entr'ouverte. L'éclair gris qu'avait été le loup se matérialisa au pied de Léo. Lou ne grondait pas, il tenait simplement. Ses mâchoires s'étaient refermées sur l'avant-bras de l'homme avec la force d'une presse hydraulique. Léo se tenait debout, chancelant, regardant le loup avec horreur et incrédulité. Son visage était blanc comme la neige. Il n'essayait pas de se libérer, comme s'il ne pouvait pas croire à la réalité de ce qui se passait. « Lou, lâche !» La voix de Jean claqua, sèche comme un coup de fouet. Le loup desserra ses mâchoires. Sur l'épaisse peau de mouton du manteau de Léo, une tache sombre, presque noire, s'élargit instantanément. Léo regarda son bras pendant, inerte, puis Jean, et son visage se tordit dans une grimace de haine animale. « Je vous tuerai, râla-t-il. Je vous tuerai tous. » Mais Jean n'écoutait plus. Il attrapa la main de Chloé, pétrifiée de terreur. Sa paume était glacée. « Courons, maintenant !» cria-t-il en l'attirant. De la maison principale, des voix alarmées se faisaient déjà entendre. Les cris de Léo avaient été entendus. La lumière d'une autre lanterne apparut. Jean sortit en courant de la grange, entraînant la jeune femme. Lou bondit à leur suite, se pressant contre la jambe de son maître. Où? La voix de Chloé était empreinte de panique. Il y a de la neige partout. Ils vont nous rattraper. Il y a un sentier, cria-t-elle, reprenant ses esprits. L'ancien, derrière le ruisseau. Par là. Elle s'élança, entraînant maintenant Jean à sa suite. Ils coururent derrière les hangars, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige fraîche. Derrière eux, le rugissement furieux de Pierre retentit, suivi du bruit sec et crépitant d'un coup de feu. Une balle siffla et frappa le mur en rondin du hangar, juste à côté de la tête de Jean. Des éclats de bois gelés s'enfoncèrent dans sa joue. Il tirait pour tuer. Il n'y avait plus de doute. Chloé les menait à travers une épaisse forêt de sapins. Les branches leur fouettaient le visage, faisant tomber des paquets de neige dans leur cou. Jean peinait à la suivre. Il n'était plus jeune, et cette course désespérée dans la neige profonde épuisait rapidement ses forces. Ses poumons le brûlaient. Chloé, en revanche, semblait voler au-dessus de la neige, portée par une terreur mortelle. Lou courait un peu en avant. Sa silhouette se dissolvait dans le blizzard pour réapparaître l'instant d'après. Il était dans son élément. La forêt et la neige étaient sa maison. Ils débouchèrent sur un ruisseau gelé, si couvert de neige que son lit était à peine visible. « Ici, le long du ruisseau !» cria Chloé, sans ralentir. La poursuite ne faiblissait pas. Ils étaient deux. Jean jeta un coup d'œil en arrière et vit deux silhouettes glissant rapidement sur de larges skis de randonnée. Pierre et son fils aîné, Nicolas. En ski, ils se déplaçaient beaucoup plus vite. Ce n'était qu'une question de temps. Ils vont nous rattraper, haleta Jean. Il y a un endroit. Un vieux chalet de chasse. Pas loin, murmura Chloé, à bout de souffle. On peut s'y cacher.
Ils coururent encore une dizaine de minutes. La poursuite les talonnait. Jean entendait le crissement de leurs skis, leur respiration lourde. Lou s'arrêta brusquement, se retourna et retroussa les babines en direction des poursuivants. Il poussa un long hurlement prolongé, où il n'y avait aucune peur, seulement de la fureur et un avertissement. Un hurlement a glacé le sang. Pierre et Nicolas ralentirent un instant. C'étaient des hommes des bois expérimentés, mais faire face à un énorme loup enragé agissant de concert avec un homme était quelque chose d'inhabituel. Ce répit donna aux fuyards quelques précieuses secondes. Chloé quitta le ruisseau pour un sous-bois dense, plongeant sous une branche de sapin basse. Derrière se cachait l'entrée d'un petit ravin. Sur sa pente, sous les racines d'un pin déraciné par la tempête, un trou noir était visible. Un ancien chalet de chasse, creusé dans la terre. Il était presque entièrement recouvert de neige. « Ici, vite !» murmura Chloé en dévalant la pente. Jean la suivit, sentant ses jambes flageoler de fatigue. Lou fut le dernier à se glisser dans l'abri. À l'intérieur, une odeur de moisie, de terre gelée et de souris flottait. L'espace était exigu, à peine suffisant pour s'asseoir les jambes repliées. Jean jeta un coup d'œil à l'extérieur à travers une fente entre les racines. La visibilité était presque nulle à cause de la neige qui tombait, mais il savait qu'ils étaient proches. Il porta un doigt à ses lèvres, exhortant Chloé au silence complet. La jeune femme tremblait de tout son corps, de froid ou de terreur. Lou se coucha à l'entrée, se transformant en une ombre grise, et s'immobilisa. Seules ses oreilles de radar frémissaient, scannant l'espace. Une minute passa, qui parut une éternité. Puis ils entendirent leur voix, tout près, au bord du ravin. Les traces s'arrêtent ici. C'était la voix de Nicolas. Ils ont disparu sous la neige. Ils n'ont pas pu aller loin, gronda Pierre. Le vieux est épuisé, la fille n'est pas en fer non plus. Ils se sont terrés quelque part par ici. Le crissement des skis. Ils commencèrent à ratisser la zone. Et le loup ? demanda Nicolas, et Jean crut déceler une note d'incertitude dans sa voix. Le loup, je l'abattrai le premier, répondit Pierre avec méchanceté. Et puis les autres. Personne ne s'en sortira. Personne. Jean retint son souffle. Il sentait le cœur de Chloé battre à tout rompre. Elle se couvrit la bouche de la main pour ne pas crier. Lou aplatit ses oreilles contre son crâne. Le poil de son dos se hérissait lentement. Il se préparait au combat. Le crissement de la neige se fit entendre juste au-dessus de leur tête. L'un d'eux se tenait sur le toit de leur abri, sur les racines du vieux pin. Un instant de plus, et il serait découvert. Jean cherchait frénétiquement de la main sur le sol en terre, à la recherche d'une arme quelconque, une pierre, un gros bâton. Mais sous ses doigts, il n'y avait que de la terre gelée et friable. Il était piégé, sans arme, face à deux assassins armés et sans pitié. Soudain, un craquement retentit au-dessus, une branche sèche sous le pied d'un des poursuivants, puis la voix de Pierre, mais de l'autre côté du ravin. « Nicolas, par ici. Je crois voir quelque chose près du ruisseau. » C'était une ruse. Jean le comprit immédiatement. Le vieux renard essayait de les faire sortir, de les forcer à bouger. Mais Nicolas, apparemment, tomba dans le panneau. Le crissement de la neige au-dessus de leur tête s'éloigna. Ils étaient partis. Pour un temps. Jean se permit de souffler. Ils sont partis, murmura Chloé. Mais il n'y avait aucun soulagement dans sa voix, seulement du désespoir. Ils font le tour. Ils attendront l'aube. Nous allons geler ici avant le matin. Elle avait raison. Le froid leur transperçait les os. Leurs vêtements, mouillés de sueur, se transformaient en une carapace de glace. Ils ne tiendraient pas longtemps dans cet état. Il fallait bouger, mais la sortie du ravin était maintenant certainement surveillée. C'était une impasse mortelle. Jean se serra contre le mur du refuge, essayant de se réchauffer. Lou leva soudain la tête. Il ne grondait pas. Il gémit doucement, presque sans bruit, et poussa son nez contre la main de Jean, puis en direction du mur le plus éloigné et le plus sombre de leur abri. Jean ne comprit pas, mais le loup répéta son mouvement avec insistance, puis gratta le mur de terre avec sa patte. C'est alors que Jean le vit. Dans le mur, presque au ras du sol, il y avait un autre trou, bouché par de vieilles broussailles et des débris.
Un passage étroit. Peut-être un terrier de blaireau ou de renard qu'un chasseur avait autrefois élargi comme issue de secours. Mais où menait-il? Il n'y avait pas d'espoir. Ce passage étroit et encombré dans la terre gelée ne ressemblait pas à une échappatoire. Il ressemblait à une tombe, encore plus exiguë et froide que celle où il se trouvait. Chloé regarda le trou avec une horreur superstitieuse, puis Jean. Mais Jean regardait le loup. Loup n'était pas agité. Il était assis près du passage, regardant son maître avec insistance mais calmement. Dans ses yeux d'ambre, il n'y avait pas de panique, seulement de la certitude. Au cours de sa longue vie, Jean avait appris la règle principale de la forêt, si tu ne sais pas quoi faire, fais confiance à celui dont l'instinct est le plus aiguisé. Il faisait plus confiance à l'instinct de loup qu'à ses propres yeux. Il se décida. Chut, murmura-t-il à Chloé, en posant un doigt sur ses lèvres. Aide-moi. Il commença à déblayer l'obstruction avec précaution, centimètre par centimètre. Les branches gelées se cassaient avec un craquement sec et dangereux. Chaque son résonnait à ses oreilles comme un coup de feu. Jean s'immobilisait, écoutant les bruits de l'extérieur. Le silence, seulement le hurlement du vent. Il travaillait avec ses mains, s'écorchant les doigts jusqu'au sang sur la terre glacée et les branches acérées. Chloé, comprenant son intention, se joignit à lui. Ses doigts fins et gelés travaillaient plus agilement. Après plusieurs minutes de travail pénible et silencieux, le passage fut dégagé. Un courant d'air glacial et une odeur de souterrain humide s'échappèrent du trou. C'était étroit, trop étroit pour un homme en vêtements d'hiver. Je ne passerai pas, murmura Chloé, des larmes perlant dans sa voix. Tu passeras, répondit fermement Jean. Enlève ton manteau. Il commença lui-même à retirer son lourd manteau en peau de mouton, qui le rendait maladroit. Vêtu seulement d'un pull, il sentit instantanément le froid le mordre avec des dents de glace. Il tendit son manteau à Chloé. Prends. Je passe le premier. S'il y a un éboulement, je reviens. Loup, en avant. Le loup n'avait pas besoin d'ordre. Il se glissa dans l'ouverture sombre comme de l'eau et disparut. Une seconde plus tard, un léger gémissement parvint de l'obscurité, comme s'il les appelait. Il est passé, souffla Jean. Maintenant, c'est mon tour. Chloé, écoute-moi. Je vais passer, et si tout va bien, je tirerai 2 fois sur ton écharpe. Tu l'attacheras au manteau, je l'étirerai, puis tu passeras. Compris? La jeune femme hocha la tête, effrayée. Jean s'allongea sur le sol gelé et commença à se faufiler dans le trou. La terre le pressait de tous côtés, ses épaules passaient à peine. Il se déplaçait comme un ver, se poussant avec la pointe de ses bottes, s'accrochant aux racines avec ses doigts gelés. L'air manquait, ses poumons le brûlaient. Devant lui, il n'y avait que l'obscurité absolue et primordiale et la respiration douce du loup. Plusieurs fois, ses vêtements s'accrochèrent aux racines, et la panique monta à sa gorge comme une vague glaciale. Mais il la chassa, ne pensant qu'à avancer. 5 mètres. Le passage semblait ne jamais finir. Soudain, il sentit sa tête sortir de la prison de terre. L'air frais et glacial lui frappa le visage. Il était sorti. Il se trouvait de l'autre côté du ravin, dans un fourré dense et impénétrable, lourdement couvert de neige. Le passage débouchait presque au ras du sol. Il était complètement invisible à quelques pas. Loup était déjà assis à côté de lui, s'ébrouant. Jean se retourna et tira 2 fois sur l'écharpe de Chloé, qu'il avait enroulée autour de son poignet. 1 minute plus tard, il tira son manteau, puis le sien. Puis la tête de la jeune femme apparut du trou. Son visage était maculé de terre, ses yeux grands ouverts de terreur et de soulagement. Il l'aida à sortir. Ils étaient debout, tremblants de froid et d'émotion, aspirant avidement l'air glacial. Ils étaient libres. Mais ce n'était qu'un sursis. De l'autre côté du ravin, à seulement une centaine de mètres, se trouvaient leurs assassins. Où maintenant? Demanda Jean en enfilant son manteau. Il comprenait qu'ils ne tiendraient pas longtemps. Ils avaient besoin d'un abri, d'un feu. Il y a un endroit, murmura Chloé en claquant des dents. À 3 kilomètres d'ici, vers l'est. Un vieux refuge. Mon grand-père y chassait autrefois. Pierre ne le connaît pas. Il devrait y avoir un poêle et peut-être quelques provisions. Guide-nous, lança brièvement Jean. Ils se mirent en route.
Ils ne couraient plus, économisant leur force, marchant lentement, pas à pas dans les mêmes empreintes pour ne pas laisser de traces superflues. Jean en tête, ouvrant la voie, suivi de Chloé, et Lou fermant la marche, regardant constamment en arrière pour surveiller leurs arrières. Le blizzard redoubla d'intensité, jouant en leur faveur. Leurs traces étaient presque instantanément effacées par la neige. Le froid devenait insupportable. Leurs jambes s'enfonçaient dans les congères. Chaque pas exigeait un effort énorme. Jean sentait son corps s'engourdir, ses mouvements devenir lents et maladroits. Il comprenait que leur réserve de force était à bout. Le refuge était leur seule chance. Il marchait depuis environ 1 heure quand Lou s'arrêta brusquement. Il ne regarda pas en arrière. Il se figea comme une statue et fixa le néant blanc devant lui. Le poil de son échine se dressa, mais il ne gronda pas. Il émit un son étrange et bas, quelque chose entre un gémissement et un grognement. Jean s'arrêta également, scrutant le blizzard. Il ne voyait ni n'entendait rien, sauf le hurlement du vent. « Qu'y a-t-il, Lou » murmura-t-il. Le loup aplatit ses oreilles et fit un pas en arrière, montrant pour la première fois des signes non pas d'agression, mais d'une peur respectueuse. Il se serra contre la jambe de Jean, sans quitter des yeux l'espace devant eux. Et c'est alors que Jean l'entendit, un son qui fit s'arrêter son propre cœur. C'était un hurlement, mais pas le hurlement d'une bête solitaire comme celui de Lou. C'était un hurlement choral, bas et prolongé, celui d'une meute. Un autre lui répondit immédiatement sur le flanc gauche, puis un troisième à droite. Ils ne chassaient pas, ils communiquaient, marquant leur territoire. Et Jean et Chloé venaient d'entrer en plein centre. Ils étaient sortis d'un piège pour tomber dans un autre, encore plus terrifiant. Jean recula lentement, entraînant Chloé, mais il était trop tard. Du tourbillon de neige, à une trentaine de mètres d'eux, des ombres commencèrent à se matérialiser. 1, 2, 3. Grises, efflanquées, avec des yeux verts brillants dans la pénombre. Ils étaient plus petits que Lou, mais ils étaient nombreux. Ils ne se pressaient pas, n'attaquaient pas. Ils sortaient simplement de la forêt et formaient un cercle autour d'eux. Le chef, un grand loup sombre avec une cicatrice traversant son museau, s'avança et s'arrêta, regardant non pas les humains. Il regardait Lou. Les 2 loups, l'un élevé par un homme, l'autre enfant de la forêt, se dévisagèrent. Un silence vibrant s'installa, seulement rompu par le hurlement du vent et le craquement des branches sous les pattes des bêtes qui arrivaient. Ils étaient maintenant au moins une dizaine, des prédateurs affamés et sans pitié, les maîtres de cette nuit d'hiver. Ils n'étaient pas simplement piégés, ils étaient entre le marteau et l'enclume. Derrière eux, des assassins humains, et devant, une meute affamée qui ne connaissait pas la pitié. Le cercle se refermait. Cela ne ressemblait pas à une chasse. Une chasse est une attaque fulgurante, le chaos est une conclusion rapide et brutale. Ceci était différent. Une strangulation lente et rituelle. Les loups sortaient du voile blanc du blizzard sans se presser, avec la dignité des maîtres venus observer des invités importuns. Leurs mouvements étaient fluides, économiques. Ils ne grondaient pas, n'aboyaient pas. Ils étaient simplement là, et leur présence silencieuse pesait sur les nerfs plus que n'importe quel cri. Jean fit instinctivement un pas en arrière, protégeant Chloé de son corps. La jeune femme s'agrippa à son manteau en peau de mouton, son corps secoué d'un fin tremblement. Lou ne reculait pas. Il se tenait là comme un rocher de granit ancré dans la neige. Son corps était tendu à l'extrême, mais il n'y avait aucune panique dans sa posture. Il était concentré. Le chef de la meute, le loup massif et sombre avec la cicatrice blanchâtre sur le museau, fit quelques pas en avant. Il s'arrêta à 10 mètres. Il ne regardait pas les humains. Tout son monde, toute sa volonté, était concentré sur Lou. C'était un dialogue sans mots, compréhensible seulement pour eux deux. Le chef releva légèrement la queue, un signe de confiance et d'autorité. Puis, il retroussa lentement et ostensiblement ses crocs, sans émettre un son. C'était une question. « Qui es-tu, étranger sur ma terre » Lou répondit. Il ne retroussa pas les babines en retour. Il baissa légèrement la tête, mais sans détourner le regard. Ce serait un signe de soumission. Il émit seulement un grognement sourd et guttural. Le son venait des profondeurs de sa poitrine. C'était une réponse. Je ne cherche pas la bagarre, mais je ne fuirai pas. Jean sentait des gouttes de sueur couler dans son dos malgré le gel.
Il comprenait qu'un seul faux mouvement, un seul cri de Chloé, et le fragile équilibre serait rompu. Le cercle se refermerait. Il baissa lentement, très doucement, la main et la posa sur l'échine de loup. C'était un geste. Un signe pour la meute que ce loup était son loup. Et que lui, l'homme, faisait aussi partie de cette petite et étrange meute de 3 êtres. Le chef balafré perçut le mouvement. Son regard se porta un instant sur Jean, puis revint à loup. Il fit un pas de plus. Pas plus de 5 mètres ne les séparaient maintenant. Il humait l'air, lisant toute l'histoire des dernières heures. L'odeur de la peur des humains, l'odeur du sang de Léo sur les crocs de loup, l'odeur de leur fuite désespérée. Et là, Chloé ne tint plus. Elle sanglota doucement, un son étouffé. Ce son, fin et plein de terreur, perça le silence tendu. Plusieurs loups de la meute s'aplatirent instantanément au sol, se préparant à bondir. Le chef balafré gronda, un son court et sec. Un ordre. Et la meute se figea. Il était de nouveau le seul à bouger. Il contourna loup en arc de cercle, sans s'approcher, mais en l'étudiant. Il voyait que cet étranger était plus grand et peut-être plus fort que lui. Mais il était seul. Et derrière le chef se tenait sa famille, sa force. Il s'arrêta de nouveau, cette fois sur le côté de loup. C'était le moment décisif. Soit le carnage allait commencer, soit autre chose. Loup fit quelque chose d'incroyable. Il remua lentement la queue une fois, sans quitter le chef des yeux. Le mouvement était à peine perceptible, incertain, différent du remuement joyeux d'un chien. C'était un langage ancien, presque oublié par lui, un signe qui pouvait être interprété comme « Je ne représente aucune menace pour ton statut ». Puis il se retourna et se plaça de manière à être entre le chef et les humains, les couvrant entièrement de son corps. Il ne tournait pas le dos à l'ennemi, il montrait qu'il protégeait. Le chef balafré observa cette scène pendant quelques longues et interminables secondes. Il voyait un loup solitaire et puissant protégeant 2 êtres faibles et sentant la peur. C'était contre les lois de la nature. C'était anormal. Mais en même temps, il y avait là une force qu'il ne pouvait s'empêcher de respecter. Il ne voyait pas en loup un concurrent pour le territoire ou la nourriture. Il voyait une étrange anomalie. Un combat contre un tel adversaire était risqué, et la récompense douteuse. Il émit un grognement bas, et la meute le comprit. Un par un, les loups se levèrent et se dispersèrent silencieusement dans le blizzard, cédant le passage. Le cercle s'était ouvert. Le chef jeta un dernier regard long et scrutateur à Loué, se retournant, partit au trot pour rejoindre les siens. Jean n'en croyait pas ses yeux. Il resta là, incapable de bouger, jusqu'à ce que la dernière silhouette grise ait disparu dans le tourbillon de neige. Ils sont partis, murmura Chloé. Sa voix tremblait de soulagement. Pas pour longtemps, souffla Jean. Leur faim n'a pas disparu. Allons-y, vite. Ils reprirent leur chemin, presque en courant cette fois. L'adrénaline de la rencontre avec la meute leur avait donné des forces. Le froid ne se sentait plus. Seul l'instinct de survie les animait. Après 20 minutes de course désespérée à travers les congères, Chloé s'arrêta. Ici, dit-elle, montrant une colline à peine visible sous la neige. C'est là, le refuge. Il était presque entièrement enseveli sous la neige. Seul un coin du toit et la partie supérieure d'une cheminée noircie dépassaient de la congère. C'était leur salut. Jean commença à déblayer la neige à main nue à l'endroit où la porte devait se trouver. Le travail était infernal. La neige était dense, lourde, mais la pensée de la chaleur, du feu, les poussait en avant. Une demi-heure plus tard, ils avaient dégagé la partie supérieure de la porte. Jean s'appuya dessus de toute son épaule. La porte, gelée dans son chambranle, ne cédait pas. « Ensemble !» cria-t-il. Ils poussèrent à 2, et avec un craquement assourdissant de bois gelé, la porte s'ouvrit vers l'intérieur, déversant une montagne de neige dans l'obscurité de la cabane. Ils tombèrent à l'intérieur, s'effondrant sur le sol dans le noir et le silence. Loup sauta en dernier. Jean claqua la porte, coupant le hurlement du vent. À l'intérieur, il régnait une obscurité et un froid presque aussi intenses que dehors. Mais il y avait des murs, un toit. Ils étaient en sécurité. Des allumettes ? Tu as des allumettes ? demanda Chloé.
J'ai utilisé la dernière dans la grange, répondit Jean avec amertume. Il avait échoué. Sans feu, cet abri se transformerait en tombe de glace. Mon grand-père. Il en laissait toujours. Chloé commença à tâtonner les murs, les étagères qu'on devinait dans le noir. Ici. On entendit le bruit d'une boîte en fer blanc qui s'ouvre, puis le crissement et le claquement salvateur. Une allumette craqua. La flamme tremblante illumina une minuscule pièce faite de rondins noircis, un petit poêle en fonte et le visage de Chloé, maculé de saleté et rayonnant de bonheur. Dans un coin, il y avait un tas de bois sec. Le salut était réel. Jamais de sa vie Jean n'avait ressenti un tel soulagement. Il s'assit sur un banc, sentant son corps se remplir d'une fatigue de plomb. Pendant que Chloé allumait le poêle, il décida d'inspecter les lieux. Prenant une allumette enflammée de ses mains, il s'approcha de la seule petite fenêtre pour évaluer à quel point ils étaient enneigés. Il essuya une couche de givre sur la vitre trouble, pressa son visage contre la surface froide et regarda dehors, dans le crépuscule gris du blizzard qui se calmait. Et ce qu'il vit glaça son sang. Juste sous la fenêtre, sur la neige fraîchement tombée, une trace nette et fraîche assombrissait le blanc. Pas une trace de loup, ni la sienne. C'était la trace d'un large ski de randonnée. Et elle menait directement à la porte du refuge. La trace était unique, nette, fraîche. Elle ne s'éloignait pas du refuge, elle y menait. Et elle ne repartait pas. Elle s'arrêtait simplement à la porte, là où il venait de déblayer l'entrée. La terreur glaciale, qui semblait s'être retirée devant la chaleur du poêle naissant, revint avec une force nouvelle et saisit Jean à la gorge. Cela signifiait l'une de ces deux choses, soit celui qui avait laissé la trace était toujours là, caché quelque part à proximité, en train d'observer, soit il était à l'intérieur. Jean, lentement, sans quitter la fenêtre des yeux, recula dans l'obscurité. Lou, sentant le changement soudain dans l'état de son maître, se leva instantanément. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne, et il émit un grondement bas et guttural, regardant non pas la fenêtre, mais le coin le plus sombre de la cabane, derrière le poêle. « Qu'y a-t-il, Jean ?» La voix de Chloé était pleine d'espoir. Le feu dans le poêle ronronnait joyeusement, et des ombres chaudes et vivantes dansaient sur les murs. Jean porta un doigt à ses lèvres. Son visage, à la lueur du feu, se transforma en un masque sévère. Il montra silencieusement à la jeune femme d'abord la fenêtre, puis le sol, la trace de ses propres bottes. Chloé suivit son geste, et le sourire s'effaça lentement de son visage. Elle comprit. Ce n'était pas leur trace. Derrière le poêle, murmura-t-elle. Ses yeux se remplirent d'horreur. Il y a une vieille trappe pour le bois qui donne dehors. Jean attrapa la bûche la plus lourde du tas près du poêle. Elle était aussi lourde qu'une massue. Il fit signe à Chloé de rester où elle était et commença à avancer lentement vers le poêle, sur des jambes fléchies. Lou glissait à ses côtés, rampant presque au sol. Son corps était un ressort tendu. Chaque grincement du plancher résonnait à ses oreilles comme un coup de tonnerre. Il regarda derrière le poêle. Vide. La vieille trappe était clouée de l'extérieur. Personne n'aurait pu entrer par là. Lou renifla également le coin et se calma. Il reporta son attention sur la porte. L'ennemi était donc dehors. La trace avait été laissée par un éclaireur, et il n'était pas parti. Il s'était posté à proximité, les voyant déblayer l'entrée, et maintenant il attendait. Quoi? Des renforts? L'aube? La cheminée. Une idée fulgurante traversa l'esprit de Jean. Il regarda le conduit qui montait vers le toit. La fumée. La fumée nous a trahis. Ils s'étaient signalés eux-mêmes. Leur îlot de chaleur et de salut s'était transformé en un phare pour leurs assassins. Que faire? L'éteindre? Demanda Chloé, la panique dans la voix. Non, dit fermement Jean. Sans feu, nous gèlerons avant le matin. Nous allons nous défendre. Ils savent que nous sommes ici. C'est maintenant notre seule chance. Il se mit à agir rapidement et de manière décisive, comme il en avait l'habitude dans la forêt. La table, amène-la ici. À deux, ils poussèrent la lourde table en chêne contre la porte fragile et la calèrent. Cela n'arrêterait pas un homme fort, mais leur donnerait quelques secondes en cas d'assaut. La seule fenêtre était trop petite pour qu'un homme adulte puisse y passer, mais on pouvait tirer à travers.
Jean commença à fouiller les étagères dans le noir, cherchant quelque chose qui pourrait servir d'arme. Un vieux merlin sans manche, une serpe rouillée. Tout cela était inutile contre un fusil. Chloé, souviens-toi. Ton grand-père était chasseur. Il a pu laisser quelque chose ici. Un fusil, des cartouches? Je ne sais pas. J'étais petite. Elle se mit aussi à fouiller frénétiquement les coins et à regarder sous le banc. Il cachait tout sur la soupente. La soupente. Une large étagère sous le plafond. Jean plaça un tabouret, grimpa dessus. Là, sous une couche de poussière et de déjections de souris, parmi de vieux filets et des chiffons, sa main rencontra quelque chose de long, enveloppé dans de la toile de jute. Il descendit le paquet. Les mains tremblantes, il déroula le tissu grossier. Un vieux fusil à un coup de calibre 16. La rouille avait rongé le bronzage, le bois de la crosse était desséché, mais le mécanisme, quand Jean le cassa, produisit un clic sec et franc. C'était une chance. Des cartouches, souffla-t-il. Il doit y avoir des cartouches. Ils retournèrent tout et trouvèrent. Dans une petite boîte en bois, fourrée dans une fente entre les rondins, elles étaient là. 3. Seulement 3 cartouches, chargées de chevrotines pour le sanglier. 3 tirs, 3 chances de vivre. Jean chargea le fusil. Le poids du vieux métal dans ses mains lui redonnait confiance. Il n'était plus une victime. Il était redevenu un chasseur. Il s'assit sur le banc contre le mur en face de la porte, le fusil sur les genoux. Chloé s'assit à côté de lui. Lou était couché à leurs pieds, la tête sur ses pattes, mais il ne dormait pas. Ses oreilles frémissaient nerveusement, et ses yeux étaient rivés sur la porte. Le temps s'écoula lentement, visqueusement. Dehors, le vent hurlait, dans le poêle, le bois crépitait. Tic-tac, tic-tac. Une vieille horloge sur le mur, que Chloé avait machinalement remontée, égrenait les secondes. Ces bruits du vent, du feu et du temps étaient les seuls à rompre le silence oppressant de l'attente. Ils étaient assis dans leur petit cercle de chaleur éclairé, entourés par les ténèbres glaciales et une menace mortelle. Chaque craquement de bois à l'extérieur les faisait sursauter. Chaque rafale de vent ressemblait au pas d'un ennemi qui rôdait. Une heure passa, puis une autre. Le blizzard dehors commença à se calmer. C'était une mauvaise nouvelle. Par temps clair, il serait plus facile de les traquer et de les encercler. Ils ne viendront pas maintenant, murmura Jean, s'adressant plus à lui-même qu'à Chloé. La nuit, dans la forêt, tirer est risqué. On peut toucher l'un des siens. Ils attendront l'aube pour nous avoir à coup sûr. Mais ils se trompaient. Pierre n'était pas du genre à attendre. Il était du genre à créer ses propres règles. Soudain, Lou leva la tête. Il ne gronda pas, il se leva simplement, écoutant quelque chose que les humains n'entendaient pas. Le poil de son dos se dressa lentement. Il ne regardait ni la porte ni la fenêtre. Il regardait en haut, vers le plafond. Et alors, Jean entendit aussi. Un grattement sourd et à peine perceptible. Juste au-dessus de leur tête. Un son semblable à celui de quelqu'un essayant de grimper sur le toit verglacé avec des crampons. Chloé se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Jean leva son fusil, pointant le canon vers le plafond. Le grattement se répéta, plus fort cette fois. Puis un coup sourd retentit. Et un autre. Quelqu'un était sur le toit. Il n'essayait pas de forcer la porte, il cassait la cheminée. Il voulait les enfumer, comme des renards dans leur terrier. La fumée du poêle refoula instantanément dans la cabane. Âcre et étouffante. Le poêle, leur source de vie, était devenu une arme contre eux. Puis, à travers la toux et la brûlure dans leurs yeux, ils entendirent un nouveau son. Un grincement faible et méthodique. Quelqu'un sciait le toit. Grincement. Pause. Grincement. Le son était méthodique, lent, et d'autant plus terrifiant. Il venait d'en haut, du plafond. Quelqu'un sciait les grosses poutres gelées du toit. La fumée amère et piquante de la cheminée bouchée avait déjà rempli la partie supérieure de la cabane, les forçant à s'asseoir sur le sol, là où l'on pouvait encore respirer. Elle brûlait les yeux, retournait les poumons. Chloé toussait, se couvrant la bouche et le nez avec la manche de son manteau, et son corps était secoué de sanglots silencieux. Lou était couché, le museau sur ses pattes,
mais tout son corps était un seul muscle tendu. Il gémissait doucement, et ce son, plein d'une angoisse et d'une fureur animale, était plus effrayant que n'importe quel grognement. Jean ne bougeait pas. Il était assis, le dos contre le mur en rondin, et il écoutait. Il n'écoutait pas seulement le grincement de la scie, il écoutait la forêt, le vent, le silence entre les rafales. Il essayait de comprendre combien ils étaient. La trace près de l'entrée était unique. Mais un seul homme ne cirait pas le toit, sachant que son ennemi est en bas avec un fusil. Ils étaient donc au moins deux. L'un sciait, l'autre assurait la couverture. Pierre et Nicolas. Léo, avec son bras brisé, était hors de combat. Le plan du vieil homme était diaboliquement simple et efficace. Il ne risquait pas ses hommes dans une attaque directe. Il transformait leur refuge en un piège mortel. Soit ils s'asphyxieraient, soit ils sortiraient en courant, aveuglés et désorientés, directement sous les tirs. Le grincement de la scie cessa. Le silence s'installa. Oppressant, pesant, plein d'attente. Ce silence était pire que le son le plus effrayant. Jean se tendit, levant son fusil. Et maintenant? Ils avaient percé un trou, ils allaient tirer d'en haut. Mais au lieu d'un coup de feu, il entendit autre chose. Un léger gargouillis. Puis il le vit. Du plafond, à l'endroit où la scie venait de travailler, un liquide sombre et huileux commença à goutter. Il tombait sur la surface chaude du poêle et s'évaporait instantanément avec un léger sifflement. Jean renifla. L'odeur frappa ses narines, couvrant celle de la suie. Du gazole. Le même que dans la grange. Ils vont nous brûler, murmura Chloé. Son visage, dans la pénombre, devint blanc comme un linge. Ils ne voulaient pas seulement les enfumer, ils allaient les brûler vifs. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Jean savait que dans la seconde suivante, une torche ou un chiffon enflammé pourrait être jeté d'en haut. « Chloé, près de moi, ordonna-t-il. Accroche-toi à ma ceinture. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Lou, à côté. » Il se précipita vers la porte. La table qui la bloquait semblait maintenant un obstacle dérisoire. Un plan naquit dans son esprit instantanément, désespéré et risqué, le seul possible. Il ne pouvait pas attendre qu'ils mettent le feu au toit. Il devait leur imposer son combat, à ces conditions, ne serait-ce que pour une minute. « Je vais tirer par la fenêtre », chuchota Théil, remuant à peine les lèvres. Ils seront distraits. À ce moment-là, on défonce la porte et on court, pas dans la forêt, le long du mur, derrière le coin de la cabane. Compris? Chloé hocha la tête convulsivement, s'agrippant à son manteau avec une force désespérée. Jean se tourna vers la fenêtre. C'était un petit carré sombre dans le mur, derrière lequel tourbillonnait la brume grise de l'aube. Il savait que là, derrière cette fenêtre, se tenait l'un d'eux. Probablement Nicolas. Attendant qu'il tente de sortir. Pierre, en tant que chef, contrôlait sûrement la porte. Jean leva son fusil. Une cartouche sur 3. Une chance de créer une diversion, de semer la confusion. Il ferma les yeux et pressa la détente. Le fracas assourdissant du coup de feu dans l'espace confiné lui brisa les tympans. La cabane se remplit d'une odeur de poudre. La chevrotine fit voler en éclats le vieux cadre et sortit en une gerbe de feu et de fumée. Dehors, un cri de surprise et des jurons retentirent. Ça avait marché. Maintenant, hurla Jean. Il se retourna et frappa la table de toutes ses forces avec son pied. Elle vola sur le côté avec un craquement. Jean se jeta de toute son épaule contre la porte. Le bois gelé craqua, mais résista. Loup, en avant. Attaque. C'était l'ordre que le loup attendait. Il jaillit, se transformant en un démon gris. Son corps puissant frappa la porte en même temps que l'épaule de Jean. Le verrou ne tint pas. La porte s'ouvrit avec fracas, et le loup vola à l'extérieur dans le tourbillon de neige, une ombre silencieuse de fureur. Jean, tirant Chloé, tomba à sa suite. L'air froid lui brûla les poumons. Un instant, il fut aveuglé après la pénombre de la cabane. Des taches de feu dansaient devant ses yeux. Le toit brûlait déjà. Le chiffon imbibé de gazole, jeté d'en haut, avait fait son travail. À la lueur incertaine de ce brasier et de l'aube grise, il vit toute la scène. Nicolas se tenait près de la fenêtre brisée,
levant instinctivement son fusil dans la direction d'où le coup de feu était parti. Il était distrait. Pierre se tenait à quelques mètres de la porte, ne s'attendant manifestement pas à une sortie aussi rapide. Son visage était tordu de fureur et de surprise. Pendant une seconde, ils restèrent tous figés, comme des personnages d'un conte de fées macabres. Une seconde qui décida de tout. Lou ne se jeta pas sur Pierre, qui était plus proche. Le loup choisit instinctivement la menace principale, l'homme qui visait. D'un bond monstrueux, il couvrit la distance jusqu'à Nicolas et lui mordit l'épaule sur laquelle reposait le fusil. Un cri de douleur et le bruit du tissu qui se déchire retentirent. Nicolas tomba dans la neige, essayant de se défaire de la mort grise qui s'était accrochée à lui. Jean leva son fusil à un coup. Pierre était dans sa ligne de mire. Le vieil homme non plus ne perdait pas de temps. Son fusil à 2 coups était déjà pointé sur la poitrine de Jean. 2 vieux trappeurs, 2 ennemis mortels. Ils se faisaient face à 10 pas de distance, à la lueur de l'incendie grandissant. Le vent leur jetait de la neige et des étincelles au visage. À quelques mètres, Nicolas se roulait dans la neige, hurlant de douleur et de rage, essayant d'arracher le loup de lui. Mais tout cela n'était qu'un arrière-plan. Il n'y avait que Jean, Pierre et les 2 pupilles noires des canons de fusil. Jean savait que le vieil homme avait 2 tirs contre son unique. Mais il savait aussi qu'à cette distance, il était impossible de manquer. Ce serait un échange. Coup pour coup, mort pour mort. Lâche ça, vieil homme, râla Jean, sentant son doigt blanchir sur la détente. C'est fini. C'est fini pour toi, siffla Pierre, et dans ses yeux perçants, il n'y avait pas de peur, seulement une haine glaciale. Tu as apporté le malheur dans ma maison. Il commença à armer lentement les chiens. Clic, clac. Ses sons résonnèrent plus fort qu'un coup de feu. Et à cet instant, alors que toute l'attention était concentrée sur ce duel, une 3e silhouette surgit du coin de la cabane en feu. C'était Léo. Son visage était tordu de douleur. Son bras gauche pendait inerte le long de son corps, enveloppé dans un chiffon sale. Mais dans sa main droite valide, il serrait une hache. Il ne regardait ni Jean ni son père. Ses yeux fous, injectés de sang, étaient fixés sur Chloé, qui se cachait derrière Jean. Traîtresse. Rugit-il et, chancelant, il se jeta en avant, levant la hache au-dessus de la tête de la jeune femme. Jean jeta un regard à Pierre, qui allait presser la détente, à Léo, qui dans une seconde abattrait sa hache sur la tête de Chloé, à Nicolas, qui se débattait toujours avec le loup. Il avait une cartouche et une demi-seconde pour faire un choix dont tout dépendait. Il n'y avait pas de temps. Il se condensa en un seul battement de cœur, une seule inspiration d'air glacial. Le choix était impossible. Sauver Chloé et mourir lui-même du tir de Pierre. Tuer Pierre et voir la hache s'abattre sur la tête de la jeune femme. Un froid glacial parcourut les veines de Jean, plus froid que l'hiver vosgien. En une fraction de seconde, toute sa longue vie solitaire dans la forêt défila dans sa tête, et il comprit qu'il ne pouvait pas laisser cette jeune femme mourir. Il dévia le canon de son fusil vers Léo, sachant que c'était son dernier geste mortel. Pierre sourit, anticipant sa victoire. Mais ils avaient tous deux vieux prédateurs absorbés par leur duel mortel, perdus de vue le 3e joueur, le plus rapide et le plus imprévisible. Loup. Il ne pensait pas, il agissait. Au moment où Nicolas, dans une tentative désespérée de se libérer, frappa le loup au museau, le loup desserra ses mâchoires, mais pas pour reculer. C'était une libération tactique. Avec un dernier claquement punitif de ses crocs sur le bras de Nicolas, il bondit sur le côté et, sans un bruit, se transforma en une tempête grise et floue, volant au-dessus de la neige. Léo, qui avait levé sa hache, n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Il ne vit qu'une ombre fonçant sur lui, et la seconde suivante, sa seule jambe valide explosa de douleur. Loup le frappa de tout son poids au genou et lui mordit la cuisse en même temps. Un craquement nauséabond retentit. Léo s'effondra dans la neige en hurlant. La hache vola sur le côté. Cette manœuvre fulgurante avait tout changé. Pierre, distrait une fraction de seconde par le cri de son 2e fils, vacilla. Son regard se porta vers Léo. Cette fraction de seconde suffit à Jean. Il ne tira pas sur le vieil homme. La haine n'avait pas eu le temps de consumer en lui l'âme du chasseur qui ne tuait jamais sans nécessité. Il tira sur ceux qui portaient la mort. Le canon de son fusil cracha du feu.
La grosse chevrotine frappa non pas la poitrine, mais l'arme de l'ennemi. Un craquement sec de bois qui se fend et le sifflement du métal qui ricoche se firent entendre. Le fusil à 2 coups dans les mains de Pierre vola en éclats, lui arrachant des mains la crosse mutilée et laissant les canons nus fumer. Le vieil homme hurla de douleur et de rage, secouant ses mains brûlées et ensanglantées. Il était désarmé. « Courons !» hurla Jean en attrapant la main de Chloé. Il n'attendit pas que ses ennemis reprennent leurs esprits. Il s'élança vers la forêt, vers l'obscurité salvatrice, loin de la lumière infernale du refuge en feu. Chloé trébuchait, mais elle courait, sans regarder en arrière. Lou, laissant Nicolas et Léo se tordre de douleur dans la neige, les rattrapa et prit sa place, légèrement sur le côté, contrôlant l'espace. Derrière eux, le rugissement de Pierre, plein d'une rage impuissante, résonnait. « Je vous rattraperai. Je vous enterrerai dans la forêt. J'écorcherai votre chien. » leur criait-il. Ils couraient sans regarder où ils allaient. Les branches leur fouettaient le visage, la neige s'engouffrait dans leurs bottes, leurs poumons brûlaient à cause de l'air glacial et de l'effort. Ils couraient vers l'est, s'enfonçant dans la taïga sans fin, sans nourriture ni plan. Ils n'avaient qu'une seule cartouche dans la poche de Jean et une volonté de vivre sauvage et désespérée. L'aube les surprit en chemin. Le blizzard s'était calmé, remplacé par un matin clair et glacial. Le ciel était d'un bleu perçant, et la neige scintillait au soleil au point d'en être aveuglante. Cette beauté était trompeuse et mortelle. Sur la neige immaculée, leurs traces étaient visibles comme le nez au milieu de la figure. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une petite colline pour reprendre leur souffle. Jean regarda en arrière. Derrière eux, à environ 3 kilomètres, une fine colonne de fumée s'élevait encore du refuge incendié, et de là, un fil sombre de leurs traces s'étendait vers eux. « Ils vont nous suivre, » haleta Chloé. « Ils connaissent cette forêt, ils ne lâcheront pas. »« Je sais, » répondit brièvement Jean. Il ne regardait pas les traces, mais Chloé. Son visage était pâle, ses lèvres bleuies par le froid. Elle tenait à peine debout de fatigue. Il ne pourrait pas courir comme ça longtemps. Il devait les semer, brouiller les pistes, trouver un abri. « Marche dans mes pas, exactement, » ordonna-t-il, « et ne te retourne pas. » Ils descendirent la colline et entrèrent dans une épaisse forêt de sapins. Ici, sous les basses branches enneigées, il faisait plus sombre, et ils pouvaient se reposer un peu du soleil aveuglant. Jean les mena sur un itinéraire complexe. Ils traversèrent un ruisseau gelé, marchant sur la glace nue balayée par le vent pour ne pas laisser de traces. Puis ils retournèrent sur la rive et marchèrent en sens inverse avant de s'enfoncer à nouveau dans la forêt. C'étaient de vieilles ruses de chasseurs, mais ils savaient que Pierre était un pisteur expérimenté et que ses astuces ne le retarderaient pas longtemps. Ils marchaient depuis plusieurs heures. La faim devenait presque insupportable. Le froid paralysait leurs mouvements. Chaque pas était un effort immense. Chloé commença à prendre du retard. Elle trébucha, tomba, et Jean vit qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle était simplement assise dans la neige, les bras ballants. « Je ne peux plus, » murmura-t-elle. « Laisse-moi, Jean, sauve-toi. » Jean s'approcha et la releva d'un coup sec. « Personne ne meurt tant que je suis là, » gronda-t-il. « Lève-toi. Lève-toi, j'ai dit. » Il la traînait presque. Lou marchait à leur côté, gémissant d'inquiétude, et poussant son nez humide tantôt contre la main de Jean, tantôt contre celle de Chloé, comme pour les encourager. Ils débouchèrent sur une grande clairière dans la forêt, jonchée d'arbres abattus. Il était presque impossible d'aller plus loin. Leur force les avait abandonnés. Jean comprit que c'était la fin. Il ne pourrait pas s'échapper. Il fallait donc livrer un dernier combat ici. Il trouva un abri derrière les racines déterrées d'un pin énorme, y installa Chloé, et sortit de sa poche la dernière cartouche. Il rechargea son fusil. Un tir contre 2. Il savait que Pierre et Nicolas viendraient. Ils étaient comme des loups suivant une piste de sang. Ils n'abandonneraient pas. Il s'assit, écoutant le silence de la forêt, prêt à vendre sa vie le plus cher possible. 1 heure passa. Le silence. Peut-être avaient-ils perdu leurs traces? Peut-être que leurs blessures les avaient forcés à rebrousser chemin? Cet espoir était faible, illusoire. Soudain, Lou, qui somnolait à leurs pieds, releva la tête. Ses oreilles se dressèrent. Il ne regardait pas dans la direction d'où il venait. Il regardait vers le nord.
Il se leva et émit un grognement bas et interrogateur. Et alors, Jean entendit aussi un son lointain, à peine perceptible, un bourdonnement bas et croissant. C'était un son étranger à cette forêt. Ni le hurlement du vent, ni le craquement du bois. C'était le bruit d'un moteur. Le son devenait de plus en plus fort, se rapprochait. C'était le rugissement régulier et puissant d'une motoneige. Elle se déplaçait quelque part sur le lit gelé d'une rivière, tout près de leur clairière. Le salut? Des gardes forestiers ou quelqu'un d'autre? Peut-être les mêmes personnes à qui Pierre vendait son or? Une nouvelle menace inconnue. Le bourdonnement devint assourdissant. D'entre les arbres, soulevant un tourbillon de neige, une puissante motoneige noire surgit dans la clairière. Au guidon, un homme en combinaison sombre et un casque cachant son visage. Il freina brusquement en les voyant. Un instant, tout le monde se figea. L'homme au casque leva lentement la main et retira ses lunettes. Ce n'était ni Pierre ni Nicolas. C'était un inconnu. Il regarda Jean avec son fusil, Chloé épuisée, l'énorme loup, puis son regard s'arrêta sur la jeune femme, et dessous le casque sortit une voix rauque et incrédule, « Chloé ?» Jean resta figé, incapable de baisser son fusil. L'homme sur la motoneige enleva son casque. Il révéla un visage buriné et émacié d'un homme d'une quarantaine d'années, avec des yeux profondément enfoncés mais étonnamment vifs. Ses cheveux coupés courts étaient touchés d'un grisonnement précoce aux tempes. Il regardait Chloé comme s'il voyait un fantôme. Chloé, à son tour, le regardait, et dans son esprit épuisé, quelque chose tentait d'éclore. Un vague souvenir d'enfance. « Chloé !» répéta l'inconnu. Sa voix trembla. « Vivante ? Mon Dieu, tu es vivante ? Qui êtes-vous ? Murmura-t-elle. Tu ne te souviens pas de moi, dit-il, et un sourire amer effleura ses lèvres. Je suis Stéphane, le géologue. Il y a 2 ans, je me suis perdu dans ces forêts, comme vous, et j'ai trouvé le village de Pierre. Le puzzle s'assembla. C'était lui, l'autre, celui qui avait disparu dans la forêt. Celui qu'ils auraient dû tuer. Jean baissa lentement son fusil, mais ne retira pas son doigt de la détente. Dans cette forêt, on ne pouvait faire confiance à personne. Ils ont dit que tu étais mort, murmura Chloé. Pierre a dit que les loups t'avaient emporté. Il a presque deviné, répondit Stéphane d'une voix rauque. Il m'a fendu le crâne et m'a jeté dans un ravin. Il pensait m'avoir achevé, mais j'ai survécu. Un vieil ermite qui vivait dans la forêt m'a trouvé. Il m'a soigné. 2 ans, Chloé. 2 ans que je me préparais à revenir pour effacer cet endroit pourri de la surface de la terre. Je ne pensais pas qu'il restait quelqu'un de vivant là-bas. Je pensais qu'ils avaient tué tout le monde. Il s'interrompit, regardant leur visage épuisé et gelé, le sang sur le manteau de Jean, l'énorme loup qui se tenait à côté comme un gardien silencieux. Pierre. Commença Jean, comprenant que chaque seconde comptait. Il nous suit. Ses fils sont blessés, mais il vient. Il est désarmé, mais cet homme est plus dangereux que n'importe quelle bête, même sans fusil, l'interrompit Stéphane. Son visage se durcit. Je sais. Vite, montez sur la motoneige. Mon camp de base est à 5 km d'ici, sur une île au milieu d'un lac. Il y a de la chaleur, de la nourriture, une radio. Nous devons partir avant qu'il ne nous trouve. Il tendit la main à Chloé. Mais à ce moment précis, Lou, qui était resté calme jusqu'alors, se tendit brusquement. Il se tourna vers la forêt d'où ils étaient venus, et le poil de son dos se hérissa lentement. Il ne gronda pas. Il émit un son bas et guttural qui glaça le sang de Jean. Ce n'était pas un son d'avertissement, c'était le son d'un ennemi repéré. Il est là, murmura Jean. Stéphane se retourna. Sa main vola vers sa ceinture, où un grand couteau de chasse était rengainé. Il scrutait le mur d'arbres, mais il n'y avait ni mouvement ni son, seulement le silence blanc et muet. Où ? Je ne vois personne. Le loup ne se trompe pas, répondit Jean en relevant son fusil. Il ne voyait rien non plus, mais il faisait confiance à sa bête. Pierre n'apparut pas face à eux. Il était trop malin pour ça. Il surgit de nulle part, comme un esprit de la forêt, se matérialisant de derrière le tronc d'un gros pin à seulement 20 pas d'eux. Il était terrifiant. Ses vêtements étaient brûlés et fumaient.
Son visage et ses mains étaient noircis de suie. Ses paumes brûlées étaient grossièrement bandées avec des chiffons, mais dans sa main droite, moins touchée, il serrait une lourde hache de charpentier, qu'il avait apparemment trouvée dans les décombres. Ses yeux perçants brûlaient d'un feu infernal. Il ne regardait ni Jean ni Stéphane. Toute sa colère, toute sa haine féroce, était concentrée sur Chloé. Traîtresse, sifflait-il, et ce murmure était audible dans l'air glacial. Engeance de vipère. Je t'ai donné la vie. Je t'ai nourri. Et tu as amené des étrangers dans notre maison. Tu l'as brûlé. C'est toi qui l'as brûlé. Cria Chloé. Dans sa voix, pour la première fois depuis longtemps, perçait non seulement la panique, mais aussi la fureur. Tu as transformé tout le monde en esclave. Tu es un assassin. Silence. Rugit Pierre. Il fit un pas en avant. Ta place est sous terre, à côté de ta mère, qui parlait trop elle aussi. Jean le prit en joue. Arrête, Pierre. Un pas de plus et je tire. Tu n'as qu'une cartouche, vieil homme, ricana Pierre. Et nous sommes 3 ici, et l'un de nous est de trop. Il tourna son regard vers Stéphane. Et toi, le mort, tu as ressuscité. Dommage. J'aurais dû te casser les jambes aussi. Ton temps est écoulé, Pierre, dit doucement Stéphane, sans lâcher la poignée de son couteau. Tu paieras pour tout. La situation était dans une impasse. 3 hommes et un loup, figés dans une confrontation mortelle. Jean avait un tir, Stéphane seulement un couteau contre une hache. Et Pierre était l'incarnation de la fureur, une bête acculée qui n'avait plus rien à perdre. Il savait que s'il partait, son monde s'effondrerait. Il ne pouvait pas le permettre. Il le fit de manière inattendue. Au lieu de se jeter sur Jean ou Stéphane, il poussa un hurlement sauvage et guttural et lança la hache, mais pas sur les hommes. Scintillant au soleil, la hache décrivit un arc et, avec un bruit sourd, s'enfonça dans le capot de la motoneige, perçant le plastique et se coinçant quelque part dans les mécanismes. Leur seule voie de salut était détruite. Stéphane poussa un cri et se précipita vers la motoneige pour évaluer les dégâts. C'est ce que Pierre attendait. Au moment même où Stéphane était distrait, le vieil homme s'élança, mais pas sur lui. Il se jeta directement sur Jean. Il n'essayait pas de lui arracher le fusil. Il courait pour réduire la distance, pour qu'on ne puisse pas lui tirer dessus, pour s'engager dans un dernier corps à corps désespéré. Jean comprit sa manœuvre trop tard. Il commença à reculer, essayant de garder Pierre en joue, mais il trébucha sur une racine cachée sous la neige. Il commença à tomber en arrière. Dans ses yeux, un instant, se refléta le visage de Pierre fonçant sur lui, tordu par une grimace de triomphe. Il tombait, et le fusil pointait vers le ciel. Il avait perdu. Mais dans le monde, il n'y a pas que la haine humaine, il y a aussi la loyauté d'un loup. Loup, qui s'était tenu tout ce temps entre les groupes comme une barrière vivante, avait tout vu. Il avait vu la hache voler, il avait vu l'élan de Pierre, et il avait vu son maître tomber. Sans ordre, sans un son, il se jeta pour l'intercepter, non pas sur Pierre, mais sous lui. Il percuta les jambes du vieil homme en pleine course, comme un bélier vivant. Pierre, ne s'attendant pas à une attaque de côté, perdit l'équilibre. Son corps fut projeté en avant par l'inertie, et il s'effondra dans la neige à côté de Jean qui tombait, mais pas sur lui. Les 2 vieux ennemis se retrouvèrent au sol, à 1 mètre l'un de l'autre. Jean, en tombant, avait instinctivement serré le doigt sur la détente. Un coup de feu partit, mais le canon était pointé vers le ciel. La dernière cartouche, la dernière chance de salut, s'était perdue dans le vide, dans le ciel bleu et indifférent des Vosges. Le fracas du coup de feu se noya dans le silence de la forêt, puis ce silence fut déchiré par le rugissement furieux de Pierre qui, roulant dans la neige, se releva et se jeta sur Jean désarmé. Il n'y eut pas de chute. Il y eut un impact contre le sol gelé, qui lui coupa le souffle, et de la neige froide et humide qui lui remplit la bouche. Jean roula sur le côté, essayant instinctivement de se relever, mais l'ombre noire de Pierre fondait déjà sur lui. Ce n'était pas une bagarre, c'était une lutte désespérée pour la vie. Pierre ne frappait pas. Il essayait d'étrangler. Ses mains brûlées, enveloppées de chiffon, se refermèrent sur la gorge de Jean. Sa prise était faible, mais empreinte d'un désespoir total. Jean, sentant l'obscurité l'envahir, se tordit et frappa le vieil homme d'un coup de genou dans le flanc. Pierre râla,
mais ne desserra pas ses mains. Ils se roulaient dans la neige, deux vieilles bêtes épuisées, agrippées l'une à l'autre dans un dernier combat. Stéphane, ayant arraché la hache du capot déformé, se retourna et se précipita à leur secours. Mais il était trop loin. Chloé cria. Son cri était fin et impuissant dans le silence de la forêt. Tout se jouait ici et maintenant, dans la neige, à quelques mètres d'eux. Et tout était décidé par celui qui était le plus rapide, le plus fort et le plus féroce de tous. Loup. Voyant son maître à terre, avec un ennemi sur lui, le loup cessa d'être une bête à moitié apprivoisée. Il devint un élément déchaîné. Il jaillit, en deux bonds, rejoignit les combattants. Mais il ne mordit ni le dos ni la jambe. Il fit ce que font les loups quand ils veulent tuer rapidement et sûrement. Il sauta, prenant appui sur le dos de Jean, et ses mâchoires se refermèrent sur le seul endroit que le col épais du manteau ne protégeait pas. La gorge de Pierre. Il n'y eut ni grognement ni hurlement. Seulement un craquement sourd et humide, un gargouillis étouffé qui s'interrompit au milieu d'un mot. Pierre se débattit. Sa prise sur le cou de Jean se relâcha. Il râla, et ses yeux, qui une seconde auparavant brûlaient de haine, commencèrent à se vitrifier, se remplissant d'une dernière terreur mortelle. Il regardait les yeux jaunes et impitoyables du loup, et il y voyait sa fin. Loup ne lâchait pas. Il tint, secouant la tête, jusqu'à ce que le corps sous lui s'affaisse et se taise. Puis il desserra ses mâchoires et recula d'un pas. Sur la neige blanche, une énorme tache écarlate, fumante dans le froid, s'étendait. C'était fini. Le silence qui suivit fut assourdissant. Stéphane accourut et se figea, regardant la scène terrible. Chloé se couvrit le visage de ses mains. Jean, toussant et happant l'air, se mit à genoux. Il regarda le corps de son ennemi, puis le loup, qui se tenait à côté. Loup respirait lourdement. De ses crocs, du sang gouttait sur la neige. Il s'approcha de Jean et posa son énorme tête sur son épaule, en gémissant doucement. Toute sa fureur avait disparu. Près de son maître, il redevenait simplement la bête fidèle qui avait fait ce qu'elle devait faire. Jean l'enlaça par le cou, enfouissant ses doigts dans sa fourrure épaisse, qui sentait la forêt et le sang. « Tu nous as sauvés, mon frère. Tu nous as tous sauvés, murmura-t-il. Stéphane inspecta rapidement la motoneige. La hache de Pierre avait causé de sérieux dégâts, mais heureusement, elle n'avait pas touché le moteur. Elle avait sectionné un tuyau de carburant. « Je peux réparer ça », dit-il en sortant des outils et du ruban adhésif de son sac. Mais ça prendra du temps. Ils travaillèrent en silence. Stéphane s'occupait du moteur. Jean montait la garde, scrutant la forêt. Il savait que quelque part là-bas, blessés et abandonnés, se trouvaient Nicolas et Léo. Mais il savait aussi que sans leur chef, ils ne représentaient plus une grande menace. C'étaient des bêtes blessées qui ne penseraient désormais qu'à leur propre survie. Chloé rapporta un tas de branchages de la forêt, et ils allumèrent un petit feu pour se réchauffer. Personne ne parlait de ce qui s'était passé. Les mots étaient inutiles. 1 heure plus tard, Stéphane se redressa. C'est bon. Ça devrait démarrer. Le moteur toussa 1 ou 2 fois, puis rugit d'une puissance régulière et salvatrice. Il partait. Chloé s'assit derrière Stéphane, le serrant fort. Jean s'installa sur la plateforme de chargement à l'arrière, dos à la route, regardant la clairière s'éloigner. Loup courait à côté de la motoneige, léger et infatigable, comme si cette journée terrible n'avait jamais eu lieu. La dernière chose que Jean vit fut le corps de Pierre, que la neige fraîche commençait déjà à recouvrir. La forêt reprenait ses droits. 2 jours plus tard, arrivés au village le plus proche, ils racontèrent leur histoire. On ne les crut pas. Pas entièrement. Le récit d'un village secret, d'esclavage et d'or fut mis sur le compte du délire de personnes ayant subi un stress et des engelures extrêmes. Une équipe spéciale, envoyée en hélicoptère dans la zone indiquée, ne trouva rien, ni village, ni refuge incendié, ni corps. En quelques jours de chute de neige, la forêt avait complètement effacé toutes les traces, comme si rien ne s'était passé. Le village qui n'existait pas avait de nouveau cessé d'exister. L'affaire fut classée faute de preuves. Stéphane devint le tuteur de Chloé. Il l'aida à obtenir des papiers et à commencer une nouvelle vie. Une vie dans un monde qui lui était étranger et effrayant, mais dans lequel elle était libre. Parfois, la nuit, elle rêvait encore des maisons sombres et de la peur,
Mais il y avait toujours à ses côtés un homme qui la comprenait sans mots. Et Jean retourna dans sa vieille cabane à l'orée de la forêt. Pour lui, rien n'avait changé. Il allait toujours à la chasse, vérifier ses pièges et écouter le silence. Mais quelque chose était quand même différent. Le soir, alors qu'il était assis près du poêle et que le vent hurlait dehors, un énorme loup gris s'approchait de ses jambes et posait sa lourde tête sur ses genoux. Jean le caressait sur l'échine, passant ses doigts dans sa fourrure épaisse, et regardait dans ses yeux d'ambre intelligent. Et dans ses yeux, il ne voyait pas seulement la dévotion d'une bête, il voyait le reflet de sa propre âme, sauvage, libre et fidèle jusqu'à la fin. Ils étaient tous deux des enfants de cette forêt, et ils avaient survécu parce qu'ils étaient ensemble. L'homme et son loup. Si vous n'aviez eu qu'un seul tir, sur qui auriez-vous tiré à la place de Jean? Sur Pierre, pour vous sauver, ou sur Léo, pour sauver Chloé?